j'ai le droit de me mettre? Eh? Euh, Nous allons commencer dans 1 minute. Voilà. Nous laissons les derniers inscrits entrer sur le Zoom. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Voilà. Les dernières personnes sont admises dans le Zoom. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir d'Israël, de Jérusalem, où je me trouve. Nous nous retrouvons donc pour ce rendez-vous bi-hebdomadaire de Israël s'invite chez vous, de l'Organisation sioniste mondiale. Et nous avons ce soir le plaisir de recevoir Meni. Meni est un designer et un architecte israélien que nous avons eu le plaisir de connaître il y a déjà quelques mois. Et aujourd'hui, il vient vers nous pour nous présenter un autre aspect de l'architecture israélienne, l'architecture de façon générale, comme vecteur de culture. Je crois que c'est une façon pour nous un petit peu mieux d'aborder Israël de l'intérieur et pas seulement à travers les sujets classiques, j'allais dire, de l'actualité ou les sujets classiques que nous avons l'habitude d'aborder ici. Je crois que c'est important de s'imprégner de la vie et de la culture israélienne par quelqu'un qui l'a étudié, par quelqu'un qui la pratique, par quelqu'un qui nous permet d'embellir un petit peu plus notre pays à travers son apport et son art. Je connais une partie de son travail, je connais la richesse d'Israël et je suis sûr que Meni arrivera ce soir à vous transmettre encore un petit peu plus cet amour du pays. Comme vous le savez, on l'a dit de très nombreuses fois lors de nos conférences, enfin, depuis 2, 3 jours, Israël est enfin ouverte aux touristes, aux voyageurs de l'étranger. Je vous invite très nombreux à venir nous rejoindre, à venir en Israël, profiter du très beau temps à l'heure où je vous parle à Jérusalem, qui est une ville fraîche, il fait 22 degrés et 26 degrés à Tel Aviv. C'est vraiment une saison extraordinaire. Donc voilà, je vous souhaite une soirée agréable, une bonne conférence. Yasmine sera là pour animer le chat sur lequel vous pourrez transmettre vos questions à notre conférencier. Comme d'habitude, je remercie les organisateurs de l'Organisation sioniste mondiale, le département de la promotion de l'ALIA et le département des activités sionistes en diaspora. Merci à vous, merci Meni et bonne conférence. Merci beaucoup. C'est bon, je peux commencer? Bien sûr. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Et d'abord, je suis Meni Sovnino, je suis un architecte israélien. Je suis diplômé du Technion en Israël, Haïfa. Et je parle français pour 2 raisons. Premièrement, mon père est français, d'Avignon. Deuxièmement, j'ai vécu pendant 6 ans à Paris, presque 6 ans. Et j'ai fait mon alia, je suis reparti en Israël il y a quelques mois.
Et donc, désolé à l'avance si je fais des fautes en français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et aujourd'hui, je travaille à Tel Aviv. Je travaille dans une entreprise, dans une start-up qui s'appelle Vive, V-E-E-V. C'est une start-up qui propose des technologies de construction plutôt aux États-Unis. Et je vous invite à regarder sur le site Internet, un peu sur Vive aussi, parce que aussi c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font les Israéliens dans les start-up de bâtiments d'architecture en Israël et ailleurs. Et donc, le titre de notre réunion aujourd'hui est l'architecture comme un vecteur de culture. Et je vais parler plutôt de l'architecture israélienne et pas l'architecture en général. Et il y a quelques facteurs que l'architecture en Israël reflète la culture israélienne. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs, mais moi, je vais vous montrer quelques-uns. Les facteurs que je pense qui sont importants ou plutôt intéressants, et, à mon avis. Et pour voir ici le campus chassidique à Hatzor, aussi, je pense que aussi ça reflète un peu l'architecture israélienne. Et alors, comme je dis, je vais vous montrer, je vais expliquer un peu les définitions d'architecture en général, l'architecture israélienne et la culture israélienne. On va voir comment ça mélange entre les trois. Donc, on peut voir ici une esquisse magnifique d'architecte David Reznik qui a créé un campus pour un groupe chassidi qui s'appelle Chassidei Gur à Jérusalem. Et aussi, d'un autre côté, je pense que c'est intéressant de voir un architecte européen laïque qui construit pour un groupe chassidique, pour un groupe très, très religieux. Si vous connaissez Chassidei Gur, c'est un peu extrême. Et je trouve ça aussi intéressant. Donc, je vais commencer avec première chose, c'est la terre d'Israël qui influence évidemment l'architecture en Israël et on va dire la géographie physique ou la géographie naturelle en Israël. Et dans ce petit terrain d'Israël, on peut trouver plusieurs zones géographiques. Chaque zone a son air et sa nature différente. Par exemple, si vous étiez en Israël, vous savez, à Tel Aviv, on a de la plage, la chaleur, un style de vacances un peu. Et dans le nord, on a le plateau du Golan, la Galilée et la mer Morte aussi, et qui a son air particulier. Le Negev, le désert, Jérusalem. Donc, même, on peut classifier même plusieurs familles de climats en Israël. Et c'est pas que ça. En fait, ça nous aide, ça a aidé planifier Israël au début. N'oubliez pas, quand Israël a été construit, 48, Israël était presque vide. Et il y avait un architecte, Ariel Sharon, qui a créé son projet. Je vais parler tout de suite de son projet. Mais ce qu'il a fait, il a planifié les zones en Israël selon la géographie d'Israël. C'est-à-dire, si j'ai par exemple le Negev, peut-être je ne vais pas poser beaucoup de zones agricoles et peut-être à côté de la plage, je vais poser beaucoup d'habitations. Et en fait, il a créé son plan qui s'appelle Plan de Sharon ou le Master Plan d'Israël. Je vais dire quelques faits sur lui. Donc, Ariel Sharon, c'est un architecte israélien. Son projet le plus important a été le Master Plan d'Israël, le plan directeur. Il est diplômé de l'école du Bauhaus en Allemagne. Il a travaillé sur ce projet entre les années 49 et 53. Il a créé ce projet dans le département de planification du bureau de Premier ministre à l'époque israélien, Ben Gurion. Et on a dit même qu'ils ont planifié ensemble ce plan. Et ce plan a été publié pour la première fois en 1951. Ce plan s'appelle également le plan de Sharon, comme j'ai dit. Même aujourd'hui, on utilise même plus Tochnit Sharon, plan de Sharon. Et on peut toujours trouver ce livre qui s'appelle Tichnun Fizi Israël presque partout, et planification physique en Israël. Et un fait très, très important, le plan n'était jamais confirmé à la loi de l'État d'Israël, mais a fonctionné et toujours
fonctionne comme un guide de planification en Israël. C'est-à-dire, même aujourd'hui, parfois, si je veux construire quelque chose, je regarde qu'est-ce qu'a dit Ariel Sharon il y a 60 ans, même plus, 70 ans. Et les principes du plan étaient la dispersion de la population dans le Negev et la Galilée et la création d'un réseau hiérarchique des villes et des villages. Un autre sujet très important, c'est le peuple d'Israël. Donc, pourquoi je parle du peuple d'Israël? N'oubliez pas, Israël, c'est un nouveau jeune État. Il a seulement 72 ans. La population de ce pays aujourd'hui, disons, est assez homogène, mais ça aussi, c'est un discours. On peut discuter si c'est vrai ou pas. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il y avait des immigrés d'Allemagne, il y avait des immigrés d'Irak, Europe, États-Unis, etc. Et particulièrement dans les années 50. Et même mon histoire est presque pareille. Mon père vient d'Avignon, en France, et ma mère est née en Israël, et avec les origines irakiennes. Donc, comment on peut créer une construction, un bâtiment, l'architecture pour deux cultures différentes? Aussi, c'est quelque chose qui a influencé l'architecture israélienne. Une autre chose, l'architecture moderne ou le mouvement moderne. Je vais le dire maintenant clairement, l'architecture israélienne est basée sur l'architecture moderne. Voilà, c'est très simple. L'année est 48 en Israël quand l'État a été créé et l'architecture moderne est à son apogée. Et l'architecture moderne, le mouvement moderne, naît du passage progressif à la campagne de la ville. Cette architecture discute particulièrement au sujet techniques, sociaux et culturels. Il y avait aussi un côté très philosophique dans cette méthode. Par exemple, je vais vous montrer maintenant une petite image, deux petites images. Et à gauche, on voit la ville radieuse du Corbusier. J'imagine que vous connaissez cet grand architecte. Et les années 30 du XXe siècle. Et de l'autre côté, à droite, on voit Tel Aviv 2018. Et moi, j'aurais dit qu'on peut voir un lien, mais aussi on peut discuter, en discuter. Et notre image, à gauche, c'est Ir Yamim HaNetanya 2010. Et à droite, le même projet qui n'était pas construit à la base, après tout, mais il a proposé ça, construire à Marseille, le Corbusier. Et aussi toujours le même projet. Et on peut voir aussi le lien. Et je peux vous dire que l'architecte, le bureau qui a planifié ce quartier a dit clairement qu'il était influencé par ce projet du Corbusier, la ville radieuse. Donc, si je suis un architecte moderne qui vient d'Allemagne, qui a beaucoup de méthodes, beaucoup d'idées philosophiques. Je viens en Israël, les années 23 par exemple, et je vois ça. Ça, c'est rue Rothschild, si vous connaissez. Si vous étiez à rue Rothschild, vous connaissez la rue et vous savez qu'elle est un peu chargée. Mais dans les années 20, c'était vide. Donc, si je viens un architecte avec beaucoup d'idées, je vais installer et je vais construire ce que j'ai étudié peut-être. Et la philosophie dans cette époque était l'architecture moderne. Et je vais parler maintenant toujours de modèle zone d'habitation en Israël, toujours qui vient du plan de Ariel Sharon. Alors, il a créé plutôt deux zones importantes, particulières. Première, c'est zone urbaine et l'autre, c'est zone rurale. Dans la zone urbaine, on a la grande ville, la petite ville. Et dans la zone rurale, on a Moshav, le kibbutz, aussi un village. Et nous, on va parler aujourd'hui de
la grande ville. Donc, comme on a dit, à 48, quand Ariel Sharon a créé le plan, son plan d'Ariel Sharon, déjà, Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa, les trois grandes villes à Tel Aviv, ont été développées. Donc, ce qu'il a fait, il a donné une vision pour chaque ville. Tel Aviv, c'est la ville de culture, de commerce. Jérusalem, la capitale, et avec le centre du gouvernement. Et Haïfa, c'est le port, l'échange industriel. Et nous, on va parler aujourd'hui de Tel Aviv et sa vision. Alors, comme on a dit, l'année 48, déjà, Tel Aviv a été développée, donc on va remonter le temps, on arrive à 27 à Tel Aviv. Toujours, ça m'amuse toujours regarder les rues à Tel Aviv dans ces années. 27 rue Bougrachov, très vite, et c'est très vite, pardon. Et à l'époque, c'était un petit village Tel Aviv a été construit, si vous ne savez pas, à 1909 comme un petit village. Et entre les années 27 et 29, l'urbaniste et sociologue écossais Patrick Geddes a planifié la ville Tel Aviv. Ces plans s'appellent aussi plans de Geddes. En gros, l'idée était de réaliser la vision Tel Aviv, une ville moderne. Alors, Geddes vraiment planifiait l'esprit et l'air comme on connaît aujourd'hui de Tel Aviv. Et dans ce point, j'aimerais bien remarquer que Tel Aviv, c'est une vraie ville moderne. On aime dire que Tel Aviv, c'est moderne parce que les gens sont ouverts, parce qu'il y a beaucoup d'art, parce qu'il y a beaucoup de restaurants, parce qu'il y a des bâtiments modernes. C'est vrai, mais aussi parce que l'urbanisme, le côté urbanisme à Tel Aviv est moderne. Et voilà, on peut même voir aujourd'hui le plan de Geddes qui toujours est là quand on marche dans les routes de Tel Aviv. Je parlais d'une autre chose, Cité Jardin. Donc, si vous étiez en Israël, peut-être vous avez remarqué qu'il y a toujours autour du bâtiment un petit jardin, comme ça. Ça s'appelle Cité Jardin et Irganim en hébreu. Voilà. Ça, c'est aussi, ça, c'est ma ville, à Rishon LeZion. Même à Rishon LeZion, on a ça. Et le principe, c'est garder le végétal, ajouter le végétal, ajouter le jardin. Et ce principe a été créé par Ebenezer en Angleterre plutôt. C'était contre le système anglais. Et ça, c'était dans le 19e siècle. Donc, si on voit maintenant ce qu'il a fait, ce qu'on voit à Bruxelles, par exemple, le Cité Jardin, on voit que rien à voir avec Israël. Alors, nous, les Israéliens, on a pris cette idée, on a ajouté pour notre style, on a créé quelque chose de nouveau qui marche bien avec le style moderne. Et on va voir plus tout de suite. Alors, même Geddes a pris cette idée et ajouté les végétales entre le bâtiment. On peut voir tout le vert foncé, c'est les végétales en fait. Ça, c'est Cité Jardin Irganim, comme on dit, à Jérusalem. Irganim à Ramat Gan. Très bien. Et on va continuer avec le style international. Alors,
le style international. Alors, le style international, on va parler de Bauhaus, éclectisme et brutalisme. Alors, quand on parle de l'architecture moderne, on a plusieurs types d'architecture moderne. On a le style international, on a éclectisme, et on a un sous-type qui s'appelle éclectisme en Israël. Et si je reviens ici, le style international, alors on a le brutalisme, que c'est le petit frère du style international, et on a le Bauhaus. Donc, juste pour clarifier, Bauhaus, ce n'est pas un style, on aime dire ça, mais Bauhaus, c'est une école. C'est vrai qu'aujourd'hui, on part comme il y a un style de Bauhaus, mais dans l'architecture moderne, ce style s'appelle le style international. Et le Bauhaus, c'était une école d'architecture, d'art et design en Allemagne entre les deux guerres. C'est vrai que le Bauhaus avait beaucoup d'influence sur l'architecture. C'est pour ça qu'on mélange aujourd'hui entre les deux définitions. Mais à la base, c'est le style international. Donc, l'école du Bauhaus, comme on a dit, c'était une école d'art plutôt. On a créé aussi des meubles, des chaises, les tapis, etc. Et voilà, il y a beaucoup, comme on a dit, beaucoup d'architectes israéliens qui étudiaient là-bas, comme Ariel Sharon, on a parlé de lui, et Gitai Weintraub, ça c'est Israël. On va parler de l'idéologie du Bauhaus. Donc, première chose, c'est créer un nouveau monde. Et comment ça marche? Cette phrase marche parfaitement avec le fait que Tel Aviv est vide le 23. Créer un nouveau monde, j'ai une page blanche, un pays blanc, et je peux créer ce que je veux en fait, un nouveau monde. Deuxièmement, l'idéologie du Bauhaus, c'est form follows function, la forme suit la fonction. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que je crée d'abord la fonction qui est plus importante que la forme, et après, selon la fonction, je crée la forme. Par exemple, ici, j'ai les escaliers. Donc, je veux les escaliers comme ça, celui-là, et après, je vais créer la forme. La forme, en fait, est moins importante que la fonction. Par exemple, ici, on va voir mieux. Quelle est la fonction de la colonne? À gauche, voilà, c'est une colonne d'architecture gothique, par exemple. On voit qu'on cache, on a décoré la colonne bien, mais c'est quoi en fait la fonction? La fonction, c'est juste porter le bâtiment. Et à droite, on peut voir un bâtiment à Tel Aviv et les colonnes qui portent le bâtiment. Donc, je ne veux pas décorer nécessairement les colonnes parce que ce n'est pas la fonction. La fonction, ce n'est pas la décoration, c'est plutôt soutenir le bâtiment, porter le bâtiment. Aussi, une autre chose d'Israël, c'est n'oubliez pas que dans les années 50 en Israël était un pays assez pauvre. Et donc, ce style, les principes du Bauhaus, que je dois créer des fonctions et pas des formes, et pas des décors, et pas des belles choses, et avec la situation en Israël, nous a donné un style particulier en Israël. Et je vous parlais maintenant des principes du design. On a parlé de l'idéologie, la philosophie. Maintenant, on va parler des principes du design. Alors, premièrement, on a dit la forme suit la fonction. Par exemple, ici, on voit un bâtiment pas hyper beau, HLM, on peut dire, shikunim en hébreu, habitation à Beersheva. Quelle est la fonction? Pourquoi on a créé ça? C'est quoi la fonction? La fonction est construire des maisons, une maison, pour les immigrés qui arrivent bientôt, qui arrivent dans un mois d'Irak. On n'a pas les bâtiments en Israël, donc on doit construire. Ça a bien marché avec l'idée de form follows function. La forme suit la fonction.
Deuxième chose de principe de design, premier étage est ouvert. Et l'idée, c'est que la terre est pour tous. Ça, c'était une idéologie aussi. Et si vous allez voir aussi à Tel Aviv, aussi en Allemagne par exemple, beaucoup de fois, le premier étage est ouvert et on peut passer dessous le bâtiment. Selon cette idée de premier étage est ouvert. Et juste un petit point, si il y a un premier étage qui est ouvert, on a pris déjà le cité jardin, on a reçu quelque chose, toujours un style, pour dire quelque chose de nouveau en Israël. Et le jardin qui entre dans le premier étage, c'est ça ce qu'on reçoit, ça c'est une invitation à Kiryat Ono, qui est très très connu. Et un autre principe de design, c'est toit plat. Et toujours, il neige pas en Israël, donc on n'a pas besoin de toits comme en Europe. Mais comme on a dit, il y a une fonction. Alors, c'est quoi la fonction? Alors, le doude chauffe au solaire, par exemple, ou le balcon. On utilise les toits. C'est pas juste pour la déco. On va utiliser, ça va fonctionner. Et un autre point important, c'est volume des formes composées, c'est simple, c'est-à-dire sans beaucoup de formes particulières comme Art déco, qu'on connaît d'Europe, de France, des formes très simples, cubes, balles, etc. Donc, quelle est la fonction ici, par exemple? Une chambre, un couloir, ça c'est la fonction. Donc, et dernière chose, c'est fenêtre horizontale. Et l'idée, la fonction est d'avoir l'air, beaucoup de l'air, beaucoup de lumière. Ça, c'est l'idée. On peut voir un autre exemple ici. Maintenant, je vais parler de l'éclectisme en Israël. Alors, l'éclectisme, c'est un style d'architecture qui contient des éléments à différents styles. Simple. Alors, ça existe partout dans le monde, mais en Israël, on reçoit vraiment un truc particulier. Parce que, comme on a dit, il y a les architectes, c'est un style éclectisme, c'est un style moderne. Donc, il y a les Européens qui arrivent en Israël pour construire, mais ils voient des éléments arabes, locaux, matériaux qui n'existent pas en Europe, et on commence de créer d'architecture particulière. Donc, on va utiliser les éléments néoclassiques ici, on va utiliser les fenêtres d'arabe et les fenêtres européens, et ça nous donne quelque chose de nouveau qui est particulier seulement pour Israël, qui n'existe pas ailleurs. Et voilà, le Technion, ça c'est mon école, donc j'adore ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est le Madatek, c'est un musée pour les enfants dans les Iratartit, en bas à Haïfa. Mais aussi, c'est un bon exemple pour l'éclectisme. Aussi, on peut voir fenêtres arabes, mais la technologie que ça a été créé était moderne, le béton, par exemple. Ou ici, les fenêtres sont carrées, beaucoup plus européens. Voilà. Et je parlais maintenant de brutalisme en Israël. Et ça, c'est, si vous connaissez Hôtel de Ville à Tel Aviv, et brutalisme, c'est le petit frère de l'architecture internationale. Et un style qui connaît une grande popularité entre les années 50 et 70. Le terme brutalisme vient du français brut, le béton brut, et les termes employés par Le Corbusier. Donc, on peut comprendre que c'est le petit frère du style international. Et
Et l'idée, c'est cacher pas les choses. Et ça marche bien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai besoin, si je veux construire un immeuble et j'utilise le béton, donc je ne vais pas cacher le béton parce que c'est peu importe. Parce que la fonction est d'avoir un bâtiment. Ou l'idée, c'est d'avoir un bâtiment. Ça, c'est Hôtel Hilton à Tel Aviv. Aussi, ça existe beaucoup, brutalisme en Israël. Aussi, il y a beaucoup d'idées philosophiques derrière, mais je vais présenter plutôt le style aujourd'hui. Ça, c'est Beit El Al aussi. Et une autre chose particulière pour Israël, c'est le balcon. C'est vrai, le balcon existe. Vous trouvez beaucoup de balcons dans le monde entier. Mais en Israël, même plus, j'aurais dit, plutôt à l'époque. Et pourquoi? Quelle est la fonction? Réfléchissez peut-être quelques secondes. Pourquoi? On peut voir beaucoup de gens dans le balcon, c'est-à-dire qu'il y a une chose importante ici. Et peut-être ça vous aide. Alors l'idée, c'est si vous étiez en Israël, plutôt en août, sans la clim, il fait très, très, très chaud. Dans les bâtiments, il fait très, très chaud. Donc, presque chaque bâtiment a un balcon, beaucoup plutôt, particulièrement à Tel Aviv. Ça, c'est la fonction, avoir l'air. Et aussi, ça nous donne quelque chose de sympa. Parce qu'on a dit tout à l'heure, les fenêtres horizontales, ça, c'est un principe du Bauhaus. Mais en Israël, on veut ajouter le balcon parce qu'il fait chaud et on reçoit un nouveau style. On reçoit un Bauhaus, un style international, mélangé avec un principe du Bauhaus. Toujours quelque chose qui existe qu'en Israël ou presque qu'en Israël. Et voilà, ça c'est un autre exemple. Chaque architecte a trouvé une autre solution pour aussi utiliser les principes et aussi avoir les balcons qui sont importants. Si c'est un bon exemple. Et juste quelque chose de sympa, c'est qu'en Israël, beaucoup de fois, on utilise les balcons pour d'autres fonctions. C'est-à-dire que on peut voir même dans notre génération l'idée d'avoir utilisé et pas juste avoir une décoration et présent. Voilà, ça c'est dans un quartier religieux et qui ont utilisé les balcons pour construire les soukas pour Sukkot, pour la fête des Sukkot. Autre image. Et maintenant, on va faire une révision, une petite révision. Et mon idée était que je vais expliquer des définitions ce soir. Et j'aimerais bien qu'après ce soir, vous pouvez peut-être examiner un peu tout seul les bâtiments en Israël, peut-être ailleurs, mais particulièrement en Israël. Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est prenez un stylo, un petit papier. Je vais demander quelques questions. Et après, on va checker, on va voir si c'est correct ou pas. Et prenez quelques secondes pour réfléchir. Et on va voir si j'ai bien expliqué plutôt ou pas. Donc, les questions sont très, très directes. OK, on voit un bâtiment à Tel Aviv, côté de Kikar Habima, si vous connaissez. Donc, ce bâtiment est A, bâtiment du Bauhaus. B, bâtiment du style international. C, bâtiment du style brutalisme. D, bâtiment du style éclectisme. Prenez quelques secondes pour réfléchir.
Très bien. Deuxième question. Ces bâtiments et bâtiments du style brutalisme, bâtiments du style éclectisme, bâtiments du style moderne, B et C sont corrects. C'est-à-dire aussi bâtiments du style éclectisme et aussi bâtiments du style moderne. Ça, c'est à rue Chenki, Tel Aviv. OK. Troisième question. Ces bâtiments et bâtiments du style brutalisme, bâtiments du style international, bâtiments du style moderne, A, B et C sont corrects. OK. Les bâtiments en Israël ne sont pas trop décorés car les Israéliens n'ont pas de goût. L'architecture israélienne est basée sur l'architecture moderne. La forme est plus importante que la fonction. A et C sont corrects. Et dernière question. Et en Israël, il y a beaucoup d'immeubles d'habitation HLM en France, chez Kounim, en Israël, car il y avait à l'époque beaucoup d'immigrés sans habitation. C'est beau, B, c'est beau. C, Israël a été pauvre. Et D, B et C sont corrects. Ah, maintenant, je vois qu'il y a une petite erreur ici. Donc, ce sera plus compliqué. Il y a une petite erreur. OK. On va checker si c'est 20 sur 20 ou pas. Donc, première question. Ce bâtiment est bâtiment du Bauhaus? Non, parce qu'on a dit que Bauhaus, c'est une école, ce n'est pas un style. Donc, c'est un bâtiment du style international. On a dit, et dans ce style, il y avait une école qui a fait beaucoup de style international. Il avait, on peut dire son style, mais ce n'est pas un style, ce n'est pas un vrai style. Bauhaus, c'est une école. On peut dire aujourd'hui Bauhaus à Tel Aviv, mais à la base, il vaut mieux savoir que Bauhaus, c'est une école. Très bien. Deuxième question. Ces bâtiments et B et C sont corrects. C'est aussi un bâtiment du style éclectisme et aussi moderne. On a dit que le style moderne a sous-type. Et dans il y a un style qui s'appelle éclectisme aussi. Donc, c'est aussi un architecture moderne et aussi c'est un éclectisme. L'éclectisme, c'est le sous-type. Ensuite, et ces bâtiments est bâtiment du style brutalisme, bâtiment du style international, s'il y a une faute ici, bâtiment du style moderne, et A, B et C sont corrects. En fait, c'est D qui est correct. Parce qu'on a dit qu'il y a le modernisme, après il y a un style international, on a dit que brutalisme, c'est le petit frère de style international, donc il faut dire que c'est les trois. Il est un petit peu plus jeune, le style brutalisme.
Et dernière question, les bâtiments en Israël ne sont pas très décorés car l'architecture israélienne est basée sur l'architecture moderne. On a des goûts, je pense, les Israéliens, c'est juste, c'est pas notre culture. Alors, la prochaine fois que vous voyez un Israélien, il n'a pas de, il n'est pas chic, donc vous pouvez savoir parce que la culture israélienne est basée sur l'architecture moderne. C'est plutôt ça beaucoup de fois, je pense, à mon avis. Et ça, évidemment, c'est l'inverse. La forme est plus importante que la fonction. C'est exactement l'inverse. La fonction est plus importante que la forme. Et dernière question, il y avait beaucoup. Alors, j'ai fait une faute ici. Il faut écrire A et C sont corrects. Alors, il y avait à l'époque beaucoup d'immigrés sans habitation. Et pour ça, on devait construire beaucoup d'habitations en Israël, les shikunim, les HLM. Et c'est aussi, Israël a été pauvre. Ce n'est pas parce qu'on pense que c'est beau ou c'est cool ou d'autres raisons, parce que ça, c'est la base d'Israël, ça, c'est la base d'architecture israélienne. Israël était pauvre, il y a des immigrés, on va construire des immeubles. C'est quoi le chemin le plus court? C'est quoi la façon c'est quoi la fonction? Et c'est ça. Et à la fin, je vais vous montrer une petite vidéo qui est en hébreu. Je suis désolé, ce n'est pas sous-titré, mais c'est juste pour voir les images qui bougent un petit peu, et pas que les photos. C'est plutôt ça, c'est une petite vidéo. כשבאתי הנה לפני 6 שנים לא היה כאן כלום, רק שממה והמעברה הזאת. כאן אנחנו ממש רואים איך ממציאים על הנייר, איך מדמיינים מדינה, ומהר מאוד מיד אחר כך גם בונים אותה. אמרו לנו, תחכו במעברה, תקבלו שיכון. איזה שיכון ואיזה מקון, לא שיכון ולא כלום. ולייצר פני שטח חדשים, הרשת חדשה. טיפוסיות חדשה, ישראלית, ממלכתית, שונה בתכלית מזו של היישוב הארץ ישראלי. הצטרפו אלינו לשיטוט והתבוננות באתר הבנייה של המדינה הישראלית. Merci beaucoup. Et je vous invite à m'envoyer des questions si vous avez par mail ou des idées ou je sais pas, des commentaires comme vous voulez. Et ça, c'est mon mail. Et voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Méni. Donc, si vous avez des questions, le chat, vous pouvez poser toutes vos questions par chat. C'était très intéressant, Méni, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a un point en particulier que tu souhaites voilà, il y a Toda Rabba. Voilà. Moi, je ne vois pas, je pense que c'était très clair que bon. Il n'y a pas de... Voilà, encore un grand merci pour votre exposé très intéressant. Merci beaucoup. Et bon, il y a toutes les réponses aux questions. Attends, je regarde. Encore des félicitations. Très intéressant de mieux connaître l'architecture israélienne, une manière d'expliquer très agréable. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà, tu as beaucoup de félicitations. Tu vois Et il y a Gabriel qui demande sur la tendance actuelle en Israël. Les quoi? La tendance actuelle en Israël.
C'est déjà un autre discours, je pense. Peut-être il faut faire une conférence que pour ça. Mais je voulais vraiment vous montrer la base de l'architecture israélienne. Okay. Et Yves qui demande, le style électrique est-il de style éclectisme? Si j'ai bien... Éclectisme? Oui. C'est quoi la question exactement? Est-ce que c'est le même style, je crois, c'est ça? Non, moi, je ne connais pas le style comment c'est? Tu as dit? Électrique. Électrique. Moi, je ne connais pas ce style en architecture, mais peut-être. Ça, je ne connais pas, désolé. Yeah. Voilà, vous avez raison, Incon Israël. Il y a quelqu'un qui te dit, voilà. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser en quoi les villes ont des cités-jardins, outre le fait qu'il y ait de la végétation? D'où quoi? Pardon, Pourriez-vous, s'il vous préciser en quoi les villes ont des cités-jardins, outre le fait qu'il y ait de la végétation? Le nom de plus grand architecte en Israël. Je ne peux pas vraiment vous dire, mais j'aimerais bien vous checker tout ça. Si vous voulez m'envoyer des messages particuliers par mail, j'aimerais bien checker précisément la réponse pour celui-là, par exemple. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a des influences yéménites sur l'architecture israélienne. Je rigole parce que je suis d'origine yéménite. Oui, il y a, évidemment, comme on a dit, il y a beaucoup d'immigrés en Israël, donc on peut voir tout en Israël. Quand on va dans la cuisine, on va dans l'architecture aussi. Ok, bon, je pense qu'on a... S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on a bien... Voilà, il y avait la question sur les cités-jardins, la Irganim. Ouais. האם הדבר היחיד שמאפיין אותם זה רק בעצם שיש צמחייה, או שיש עוד מאפיינים לזה? אם אני מבינה. Donc, et on peut dire que oui, mais comme je dis, c'est une méthodologie qui était à la base autrement. Quand on a vu la photo de Bruxelles, c'était un peu européen même, c'était contre le système anglais. Mais c'est quelque chose que les Israéliens ont pris et changé et modifié. Et c'est plutôt ça, c'est l'idée, d'avoir autour du bâtiment le végétal. C'est plutôt ça. Mais j'aimerais bien checker ça et voir s'il y a quelque chose en plus, si vous voulez. Et il y a quelqu'un aussi qui a demandé qui a construit ces bâtiments en Israël, dans les bâtiments des immigrés surtout. Puisqu'il n'y avait pas des arbres. C'est quoi? C'est la Mirpesset, la question de Mirpesset? Non, c'est une question avant, mais tu peux regarder les questions. Il y a beaucoup de Mirpesset avant? Ah ouais, merci. Pourquoi il y a beaucoup de Mirpesset dans les appartements liés au style ou au mode de vie? Et comme on a dit, oui, c'est les deux. C'est parce qu'il faisait chaud, il fait chaud toujours en Israël, mais il n'y avait pas de la clim à l'époque. Et aussi, ça marche bien avec l'idée, la philosophie de l'architecture, de l'architecture moderne, du Bauhaus, du style international. Voilà, et il y avait la question qui concernait les personnes qui ont construit les bâtiments en Israël. Voilà, c'était qui les Olim n'étaient pas vraiment maçons, donc qui a construit les bâtiments? C'est la question des Régines. Qui a construit les bâtiments pour les Olim? Et les architectes, parfois connus, parfois pas connus. C'est pas un seul architecte. Mais à la base, c'était le... Non, mais je crois qu'elle parle du main-d'œuvre. Vraiment, les personnes qui... Ah, la personne, il y a beaucoup, c'est pas un seul. C'est pas un seul. Mais il y
il y a une série documentaire très, très intéressante qui parle de les Marocains qui arrivent en Israël dans les années 60, qui parle de ça un peu, comment on construit les bâtiments pour les immigrés qui viennent d'Israël. Okay. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup, Meni. Merci à tous. Merci à vous. Shabbat Shalom. Et je vous invite dimanche soir à 19h, une rencontre, 19h heure française, une rencontre avec Valérie Pérez sur son livre Destin des femmes, donc dimanche à 19h heure française. Voilà. Merci. Toda rabba lekulam. Shabbat Shalom. Shabbat Bye. shalom.